Et c'est le temps d'une bière, un balado québécois sur l'histoire de la bière à travers différents pays, différentes cultures. On parle d'alcool, on parle de gens qui ont vécu dans d'autres temps, puis on regarde dans le fond de quoi leur vie était faite. Dans cet épisode-ci, on va s'intéresser à des légendes d'ici, du Québec, et à ce qu'ils ont à dire d'intéressant sur notre chère province. Mais d'abord, laissez-moi vous dire une chose, cet épisode est une présentation de Unibrou. Unibrou, une institution dans le paysage de la bière au Québec, une garantie de renommée, d'histoire, de collégialité, mais surtout de qualité. Ce sont parmi les meilleures bières qu'on trouve au pays, des bières qui ont gagné des florilèges de concours de bière, qui s'inscrivent dans la pure tradition belge, mais qui surtout s'inscrivent dans l'histoire. À chaque bière correspond son histoire et sa légende, et c'est ce qu'on veut aujourd'hui regarder avec mon complice de toujours, Sylvain Bouchard. Grand bonjour. Grand porte-parole, mais surtout grand conteur de la microbrasserie Unibrou. Et Sylvain est ici aujourd'hui pour, premièrement, me jaser de la vie, mais aussi m'expliquer un peu cette broue qu'on trouve devant nous, qui se trouve à être la 3 pistoles d'Unibrou. Est-ce que ça rime suffisamment à ton goût? Oui, bien, il n'y a pas de rime, mais je trouve que ça se prête très bien. Il y avait Unibrou puis goût, là, en théorie. Mais quand t'as dit il n'y a pas de rime, ça m'a un peu fait mal. Désolé. Ça me brime un peu. C'est le punch. C'est peut-être parce que c'est la troisième qu'on fait d'affilée aussi. Il y a ça, oui. Mais on s'entend que historiquement, mes farces sont plutôt mauvaises. Donc, on va se concentrer sur ce que toi t'as à me dire. Merci de me recevoir pour encore une fois un balado. J'aime tellement ça. J'ai quelques passions dans la vie, mais assurément, deux de mes plus grandes sont et la bière et l'histoire. Et donc, ton produit, c'est tout à fait désigné pour moi. Tu me permets de faire et de l'histoire et de parler de bière. Donc, je suis heureux comme un poisson dans l'eau. C'était une conspiration dès le départ. Ah oui, ouais. Dans notre première retraite stratégique, le temps d'une bière, nous, on s'est dit comment est-ce qu'on s'en va hijacker le cerveau de Sylvain Bouchard chez Unibrou. Il y a un gars à Shawinigan qui travaille pour une brasserie à Chambly qui devrait... Voilà. Donc, c'est une conspiration. Maintenant, tu le sais, je suis un gars transparent. Mais ce qui est moins transparent, c'est la bière devant moi. Écoute. Elle a l'air... On dirait que j'ai un colosse de la bière. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le fun. Ah, non, mais on se parle même pas avant, puis t'as tellement des belles façons d'amener les sujets. C'est là. pas pire, hein? Colosse de la bière. C'est bien, C'est hein? la bière 3 pistoles. Oui. Ça a été la première fois qu'Unibrou brassait, quand on a lancé cette bière-là, en 96. C'était la première fois qu'Unibrou lançait une bière foncée. Donc, on était dans le colosse. Qui plus est, l'étiquette mettait de l'avant un cheval qui ressemble à un percheron, qui était le cheval qui venait de Perche, en France, qui était un peu le descendant, à moins que je dise des niaiseries, du cheval canadien, qui est d'ailleurs une race reconnue. Donc, c'est un colosse. C'est des chevaux de trait. C'est des chevaux qui étaient forts, qui étaient solides, qui étaient trapus, qui étaient costauds et bâtis, un peu comme les Canadiens l'étaient dans le temps. C'était des gens court, fait fort. Je suis un Canadien. Et donc, c'est une bière qui peut avoir l'air colossale. Tout est dans tout. Ben, je parlais de colossal dans le sens que tu as l'église de 3 pistoles dessus qui est déjà faite monumentalement pour être colossale. Ensuite, il y a un niveau colossal d'alcool par rapport à la bière, j'allais dire moderne, mais c'est pas vraiment vrai. C'est la bière d'à peu près 4 à 5 % qui est dans le fond le standard de l'alcool. Mais colossal aussi à cause de son rôle dans la légende populaire. Ah oui, oui. Ben, quand Unibrou a décidé de lancer ses premières bières, des bières de type belge, blanche, maudite, fin du monde, à partir de fin du monde, la ligne était quand même assez claire qu'on était pour toujours aller titiller la fibre locale du Québécois, que ce soit par un nom, que ce soit par un lieu, que ce soit par l'évocation d'une légende avec la chasse-galerie, que ce soit par une image avec l'eau bénite qui était un diable dans un bénitier. Donc, l'idée, c'était toujours aller susciter une fibre nationale et 3 pistoles arrivaient tout à fait dans cette lignée-là avec l'église de 3 pistoles. Donc, on est en 96. On est déjà plus dans l'époque où les Québécois étaient très, 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 très portés sur la religion et surtout sous l'égide et le contrôle du clergé. Donc, c'était un peu un clin d'œil au passé où, au contraire, on était sous la domination et l'égide du clergé.
Ce que je trouve très intéressant dans les légendes du Québec, j'ai été momentanément et très brièvement dans ma vie un peu un conteur. On m'a déjà payé à Val-Bélair pour raconter des légendes. Puis je me souviens d'être allé à la bibliothèque, là, puis j'étais un vrai rat de la bibliothèque. Je suis allé ratisser les légendes du Québec. J'en ai pris 3. Et puis, une chose que j'ai réalisée, ça me marque encore aujourd'hui, c'est à quel point le héros de la légende québécoise est un curé. C'est non pas nécessairement le protagoniste, mais c'est le gars qui sauve The Day. C'est le gars qui sauve ta journée. C'est le gars qui, ultimement, grâce à sa magie religieuse, ou en tout cas à sa piété, va empêcher, dans le fond, le démon de pénétrer le château et de tuer tout le monde. C'est le curé qui est comme l'élément déclencheur de la solution. Le curé, il résout les problèmes métaphysiques, religieux, etc. C'est lui le vrai héros, dans le fond, dans la légende québécoise. Il est partout, le curé. Ben, en tout cas, tu seras pas dérouté et tu seras pas déçu aujourd'hui parce que je vais te conter l'histoire de Trois-Pistoles, mais surtout de l'Église et de la construction de l'Église de Trois-Pistoles. Et au cœur de cette histoire se trouve un curé. J'allais dire le diable, mais ça va dans la même direction. Voilà. Juste avant la Trois-Pistoles, ce qui est intéressant, c'est assez typique des bières belges. Pour un buveur belge, une bière qui a moins de 6 % d'alcool a à peu près pas d'intérêt. Il y a les blanches, bien entendu, qui sont un peu comme du lait qu'on donne à boire aux enfants avant qu'ils aillent à l'école le matin. C'est ridicule. Ça arrive pas vrai, ça? C'est peut-être moins aujourd'hui, au même titre que les Français ne donnent plus nécessairement du vin coupé avec de l'eau à leurs enfants. Ouais. Mais il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai parlé à un ami belge du milieu de la bière québécois qui me disait non, il y a une trentaine d'années, ça se faisait encore. Ah, ben ouais. Et les blanches sont 5. Les saisons, 5, 5,5, des fois 6. Mais sinon, un Belge, la bière doit être forte. Et quand un Hibou décide de lancer ses bières de type belge, blanche, maudite, fin du monde, après ça, bon, il y a eu Raffman et hop, et on est arrivé avec la Trois-Pistoles. Là, on marquait un grand coup parce qu'elle était foncée et 9 % d'alcool. C'est ce qu'on appelle une quadruple. Une ABT, Abbott, qui est le père directeur, c'est comme celui qui gère un monastère. C'est le niveau hiérarchique le plus élevé, c'est l'abbé. Donc, comme c'est dans l'abbé? Non, c'est le chef des abbés. Ah oui? Ouais. L'abbé en chef. Il y a la patère qui est comme le plus bas. À ne pas confondre avec un animal qui pourrait te dévorer vivant. Panthère, ou là où tu accroches ton manteau. Voilà, ça non plus, c'est pas ça. Après ça, il y a la méliore. Il m'en manque un. Finalement, tu finis avec ABT. Donc, une simple, une double, une quadruple. On est dans la quadruple. Les quadruples sont toujours 9 % et plus. Alors que les triples sont à 9 et moins, 8, 9. Les triples sont blondes, les quadruples sont foncés. C'est ce qu'on a ici. Et c'est toujours le malt qui domine dans les quadruples. Et on peut avoir des notes d'épices ou pas. Une Hibou met beaucoup d'épices dans ses bières. Si tu la sens, tu vas sentir vraiment ça. On est dans des notes de rhum brun. On est dans des notes de... ça sent le rhum brun. Hein? Cassonade, caramel brûlé... Un peu fruité. J'allais dire vanille. Oui, qui rappelle un peu le bois. Il n'y a pas de bois dedans, mais on a un petit côté sucré qui pourrait rappeler la vanille. Certaines personnes vont dire que ça sent aussi les fruits foncés. Je n'irais pas dans les dates nécessairement, mais assurément dans les cerises. Au départ, les gens croyaient que la fin du monde était une bière de Porto. Non, mais son potentiel de vieillissement, c'est une bière qui peut vieillir 5 ans facilement. Après 5 ans, avec le début de la madérisation, un côté beaucoup plus sucré va apparaître, l'alcool va sortir un peu plus. Et oui, ça commence à ressembler effectivement, de par la couleur et le goût sucré, fruité de cerise, à un Porto. Tout en équilibre. Là-dedans, il y a bien sûr, comme dans la plupart des bières traditionnelles du Hibou, de la coriandre en graines, de la pleure d'orange séchée qu'on a déjà abordé dans un autre épisode avec les blanches belges. Mais en plus, on a du bois de réglisse, de l'anis étoilé. On a différents aromates qui viennent donner beaucoup plus de complexité puis de saveur que simplement les éléments de base que sont eau, orge et houblon. Et levure, bien sûr. Fait qu'on a un cocktail de choses qui, même s'ils sont très différentes à la base, se réunissent dans quelque chose de relativement cohérent et de balancé. Puis ça, c'est le grand défi pour un brasseur. Que tu sois brasseur à la maison, maître brasseur ou que tu travailles pour une Hibou,
t'as le problème d'essayer d'en mettre plein la gueule à quelqu'un, mais de garder une espèce de cohérence puis une balance pour pas que ça goûte tout plutôt que rien. Et ça a été notre ligne directrice depuis le jour 1 en 92 et encore depuis 2007 avec notre nouveau maître brasseur depuis l'époque qui est Jerry Vietz. Un seul leitmotiv, équilibre. L'idée, c'est pas que ça goûte le bois de réglisse. L'idée, c'est que tu dises, c'est quoi le petit goût? Tu le sens, tu le perçois, mais tu es incapable de le nommer. Il est là. Et toutes nos bières sont comme ça. Nos blanches aux fruits, c'est pas le fruit qui domine la bière. Le fruit est là pour supporter le tout. Rechercher l'innommable. Ah! C'est gratuit, ça, hein? Ça vous coûte rien. Donc, moi, mais merci. On va essayer de la réutiliser. Mais donc, c'est ça, on est vraiment dans l'équilibre. Et puis ici, surtout ce qui est intéressant, c'est vraiment une magie que Unibrew a amenée. Les bières belges ont cette capacité d'être fortes en alcool sans pour autant goûter. On est à 9 et tu peux pas le dire. C'est tout intégré. Ouais. Une des raisons qui aide les bières belges à avoir des goûts alcoolisés sans qu'ils dominent, les bières belges ont de la levure. La levure donne du goût. Les levures belges ont des goûts quand même assez épicés et souvent, les Belges, en plus, ajoutent des épices à leur bière. Ils ont souvent des sucres résiduels assez élevés. Certaines brasseries belges vont même ajouter des sucres candis pour augmenter le taux d'alcool, mais pour adoucir. Donc, l'alcool n'est pas seul dans la bière. L'alcool vient être masqué par les levures, les sucres, les épices. Ça fait que même, et surtout les maltes dans ce cas-ci, malt caramel, malt un peu chocolaté, les notes fruitées, écoute, on goûte pas l'alcool. Ouais. C'est de la magie. C'est de la magie, là, ben, littéralement. Il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'alcool et la magie dans le passé, dans le sens que l'alcool était considéré comme étant souvent l'incarnation d'un dieu, parfois, mettons, chez les Grecs, l'incarnation de Dionysos. Chez les Égyptiens, on pensait que, dans l'Antiquité, là, évidemment, que la bière avait une âme appelée Ar ou quelque chose de prononçable qui correspondait à la langue égyptienne dans le temps, dans le sens que l'élément responsable de l'intoxication était lié directement à quelques divinités qu'il y avait. Puis c'est drôle parce que quand tu te promènes dans le temps, tu vois qu'il y a une divinité qui est responsable de l'alcool ou, parce qu'on connaît pas l'alcool, Ou le brassage. Ah oui, OK. Ouais, ben Dionysos, c'est le dieu de la folie, de la possession, puis de l'ébriété. Ça, c'est pas super étonnant. Je sais pas où ils ont trouvé le lien, mais... Je me le demande. Peut-être dans le fond d'une genre ou après qu'il y a eu un party qui a dégénéré puis qui a accidentellement donné naissance à la démocratie dans un lendemain de veille tyrannique. En tout cas, j'ai un ami qui s'appelle Denis. Ouais. Et je te confirme que quand tu connais Denis, tu comprends d'où vient l'origine de son nom. C'est Dionysos. La folie et l'alcool, ça lui va très bien. Non, mais je m'excuse, mais moi, tu m'as eu dès que tu dis j'ai un ami qui s'appelle Denis. Ouais, J'étais déjà convaincu. Pas jeune, hein? Non, mais il y avait, écoute, il y avait de l'autorité, il y avait de la confiance. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Denis. T'aurais pu finir là, puis moi, j'aurais dit OK, ouais, je comprends. Mais parlons un peu de Trois Pistoles. Allez. Est-ce qu'il y avait un abbé qui s'appelait Denis à Trois Pistoles? Parce que si c'est tout, on n'a pas besoin d'en parler plus. Peut-être. Si tel est le cas, je ne le connais pas. Mais assurément, il y avait un vieux curé qui s'appelait le curé Bessette. Le vieux curé Bessette. L'histoire de Trois Pistoles est intéressante. Puis quand nous est venu le temps chez Unibrew de trouver... on avait l'idée d'avoir cette bière-là. Il fallait lui trouver un nom. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y avait quelque chose de colossal. Il y avait quelque chose de... On marquait un coup, là, en arrivant avec une bière. En 96, ça n'existe pas, là. Une bière belge, forte, à 9 brune, ça n'existe pas. Donc, on veut être sûr que l'image va être à la hauteur de ce liquide qui va être massif, impressionnant. Et on fait nos recherches et on arrive à Trois Pistoles. Et la ville de Trois Pistoles est remplie de légendes. Puis nous, on prenait cette ligne-là de parler du patrimoine, de la culture et des légendes. Ouais. Et surtout, la légende la plus connue probablement de Trois Pistoles après l'origine de son nom, dont je t'entretiendrai un peu plus tard. Je vais t'entretenir. Hey, ça, c'est laborieux. Non, je vais te parler un petit peu plus tard. Je vais prendre une gorgée. Voilà. La légende probablement la plus connue de Trois Pistoles est une légende qui est dans plusieurs municipalités au Québec, mais probablement la plus connue, c'est celle de Trois Pistoles. C'est la légende du cheval noir. Ouais. Le cheval noir bâtisseur. Et à Trois Pistoles, ben, c'est un cheval qui est foncé. Ben, c'est ça qu'on voit sur l'étiquette. On a mis un cheval qui était fort, qui était étiquette. Si tu regardes au-dessus de l'église, qui est une église fantastique à 5 clochers, il y a un cheval. Et le cheval... il est ailé. Il y a des ailes. C'est le yaube.
Le cheval, c'est pas ton ami. Non. Ça a l'air que pour la construction de cette église-là, j'ai oublié le nom, il y avait un architecte puis il y avait un designer qui voulait bâtir l'église. À Trois-Pistoles, c'est intéressant parce qu'on appelle les gens de Trois-Pistoles les pistolets. Puis il y y avait Ça ne pas confondre avec les revolvers qui sont les habitants de Revolve. C'est drôle parce qu'on vend nos bières aux États-Unis. Dans à peu près tous les États vendent de la Unibroue. Puis quand je suis en tournée de promotion un peu partout, puis que je présente la Trois-Pistoles, je leur dis toujours non, 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 ce n'est pas trois pistoles et ce n'est pas trois guns. Puis en espagnol, c'est pistoles, pas du tout. En français, on ne prononce pas le E et le S, c'est trois pistoles. Et donc, non, c'est pas un gun. Ben, tu sais, ça va me permettre de te parler de, puisqu'on est dans le pistole, pourquoi ça s'appelle Trois-Pistoles, la ville de Trois-Pistoles? Absolument aucune idée. Alors, il faut remonter à 1621, avant même la fondation de la ville. Il n'y a personne qui habite là. Il y a comme 2 rivières ou 3, je ne sais pas trop. Ça, c'est ce que j'aime avec toi. Pour répondre à une question, il faut qu'on remonte 3 siècles dans le temps. C'est parfait. C'est la base du compteur. Voilà. Je vais établir un contexte. C'est ça. On est là. Alors, on est le long du fleuve Saint-Laurent et il y a une île qui s'appelle l'île aux Basques. Ouais. Les Basques sont un peuple à mi-chemin entre les Français et les Espagnols, peut-on dire? Géographiquement et littéralement. Eh bien, voilà. Et les Basques venaient dans le fleuve avant les Français, venaient pêcher, entre autres, la morue. Donc, l'île aux Basques, elle est là, elle existe, mais Trois-Pistoles n'existe pas. Et ce qui est aujourd'hui Trois-Pistoles, c'est direct en face de l'île aux Basques. En 1621, pour une raison quelconque, il y avait des gens sur l'île aux Basques qui sont venus à manquer d'eau. Donc, ils ont traversé sur la rive du fleuve, qui est en face de l'île aux Basques. Ils arrivent à une rivière avec de l'eau douce pour remplir des tonneaux pour ramener de l'autre côté. Et un des gars qui a traversé, à un moment donné, il avait soif et il a décidé de sortir une écuelle d'argent pour puiser l'eau. Et il a échappé sa gamelle en argent dans l'eau et il s'est écrié à ce moment-là « Voici 3 pistoles de perdu ». Parce que ça valait 3 pistoles ou parce que c'était le nom de l'écuelle? Parce que ça valait 3 pistoles. Ah. Donc, c'est quoi une pistole? C'est une monnaie. Et c'est une monnaie qui n'existe plus. C'est une monnaie qui a existé pendant, je pense, quelque chose comme 200 ans ou genre, et qui était une monnaie d'échange entre 2 royaumes, France et Espagne. Ça tombe-tu bien? On parle des Basques. Ben oui, imagine. Alors, pour transiger... À cheval, Écoute... entre 2 nations. J'en reviens pas. C'est pas pire, hein? Sur l'île aux Basques, devant l'église où il y a un cheval qui flotte à cette heure. Alors, la pistole était une monnaie d'échange entre la couronne française et la couronne espagnole, en plus de l'or et de d'autres choses. Mais, alors, lui mais avait acheté son écuelle en argent avec des pistoles. Il l'échappe, il l'a pu, est dans la rivière. Il venait de perdre 3 pistoles. Et c'est comme ça qu'on a commencé à désigner cette rivière comme étant la rivière aux 3 pistoles. Et puis, tranquillement, ben, c'est devenu le nom de la ville qui, genre 300 ans plus tard, portera le nom de 3 pistoles. De mémoire, 3 pistoles est arrivé au début des années 1900. C'est pas si pire comme deal. Tu perds 3 $ d'une autre époque, mais tu crées une ville accidentellement. Puis là, il y a des gens qui sont techniquement redevables parce que, grâce à toi, ils sont là. Ou presque. T'es mort puis tu le sais pas. Il y a ça aussi, qui est peut-être plus pertinent que ce que je viens de dire. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que 3 pistoles, c'est tellement plein de légendes. Le cheval ailé, la construction de l'église. Et les pistolets sont les gens qui habitent à 3 pistoles. Sont réputés pour être un peu des belliqueux. Pas belliqueux, pas ça que je veux dire. Mais ils sont très fiers puis ils ont des têtes de cochon. C'est pas parce qu'ils ont des pistolets, là. Heureusement. Heureusement. Ah, je ne sais pas d'ailleurs si c'est de là que viendrait la fameuse expression de Sol et Gobelet qui chantaient sont de drôles de pistolets. Je ne sais pas s'ils parlaient. T'es trop jeune, hein? Sol et Gobelet sont de drôles de pistolets. Ça te dit rien? J'ai absolument aucune idée de quoi tu me parles. Je me sens vaguement incompétent du point de vue strictement culturel. Bon, alors, j'inviterais tous les gens qui, en ce moment, écoutent le podcast... à boycotter Pierre-Olivier. Pas du tout. Au contraire, à envoyer des messages pour dire dans quel camp vous
Z. Les plus de 50 ans ou les moins de 50 ans, ça va t'aider d'ailleurs à faire un sondage sur l'âge global de ton auditoire. Voilà. Tout, dans le fond, tu travailles pour moi. Là. Oui, oui, tout à fait. Qui écoute le temps d'une bière? Qui est le temps d'une bière? Qui suis-je? Alors, je souhaite pour toi que ce soit les gens les plus jeunes possibles et qui n'ont aucune idée. Dans les faits, c'est Radio-Canada qui avait une émission de télé avec 2 clowns et on est à la fin des années 60, dont un qui est devenu célèbre, qui est Sol. Ben oui. Sol. Là, lui, je le connais, ça. Alors, il a commencé avant d'être un monologuiste seul devant un micro. Il était un personnage de télé, 2 clowns, un décor noir. Le décor était composé d'un cadrage de porte ou d'un cadrage de fenêtre, ou d'une table, 2 chaises, ou d'un poêle à bois. Mais il n'y avait rien, c'était minimaliste. Et les 2 gars avaient une ligne directrice, ils improvisaient pendant 15 minutes. C'était rigolo. Et leur chanson d'introduction, c'était « Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. » Wow. C'est merveilleux. Alors, les gens de 3 pistoles sont des pistolets. Voilà. Et c'est ça, ils aiment, quand ils ont une idée, ils aiment tenir le bout. Mm-hmm. Et 3 pistoles a eu plusieurs églises. 3 pistoles, pour ceux qui sont déjà allés, c'est sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à l'est de Québec, un petit peu avant Rimouski. Donc, on pourrait dire c'est au sud-ouest de Rimouski. C'est la route 132 qui passe littéralement sur le bord de l'eau. Et quelle belle route d'ailleurs. N'est-ce pas? C'est magnifique. C'est une des seules routes au Québec où tu vois jamais le bout, sans jamais virer, tu reviens sur tes pas. Puis il n'y a pas de cul-de-sac. Il y a de la poésie là-dedans. Hein? C'est beau. Ouais. Tu arrives à Montjoly, tu te vires d'un bord, tu fais le tour de la péninsule, tu reviens à la même place, c'est fantastique. 3 pistoles fait partie de ça. Et la route passe encore sur le bord de l'eau. Donc, le début du village de 3 pistoles, d'ailleurs, qui ne s'appelait pas 3 pistoles, je vais revenir un peu plus tard sur quel était le nom à l'origine, passait sur le bord de l'eau. Puis, le village, tranquillement, s'est développé. Et, bon, le bas de l'eau, la berge, commençait à être un peu occupée. Et tranquillement, les nouveaux habitants se construisaient un petit peu plus haut, donc à l'intérieur des terres. Il y a comme une petite colline, il y a un prémontoire. Fait qu'on parlait du en haut puis du en bas quand tu étais à 3 pistoles. Et puis, ils ont eu... la première église était sur le bord de l'eau, une chapelle passe au feu, deuxième passe au feu, troisième passe au feu. Ils ont passé 4 églises. Puis là, maintenant, il est arrivé le temps de construire une 5e église. Et là, il y avait de la chicane, solidement de la chicane. Oui, parce que le monde d'en haut disait qu'il faut qu'on la bâtisse en haut. L'avenir du village est en haut, l'avenir du village n'est pas en bas, on le voit bien, il n'y a plus de place en bas. Alors que les autres disent, non, le cœur du village, c'est en bas, c'est là qu'il y a toujours eu nos églises, c'est là qu'il faut bâtir, faut la rebâtir. Alors, ça fait des semaines, voire des mois, peut-être même des années, qui s'estiment, non, ça ne peut pas être des années, parce que ça prenait une église. Et où va-t-on construire cette église? Le curé, Bessette, un peu désespéré de ne pas être capable d'arriver à satisfaire un ou l'autre, a décidé de s'en remettre au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va décréter une neuvaine. 9 jours de prière, où tout le monde, chacun de son bord, va se concentrer à où devrait-on bâtir cette église. Puis Dieu en décidera ainsi. Fait que tout le monde utilise leur super pouvoir de personnes qui peuvent se concentrer vraiment beaucoup, mais collectivement. Puis là, il y a comme une espèce de brassage d'inconscient collectif qui va amener à une solution logique dans un monde rationnel et religieux. En même temps, tout ça est connecté. Oui. Ça semble bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme la façon de faire. Ouais, ben, moi, je me souviens de la citation d'Eric Hobsbawm, qui est un historien britannique qui parle du 19e et du 20e siècle, puis qui est comme un spécialiste du 20e siècle. Il regarde dans le passé, puis il dit, jusqu'à l'époque moderne, le christianisme, c'est l'air qu'on respire. Tout ça pour mettre en contexte les limites de la rationalité d'une personne qui croit absolument en un certain nombre de choses qui sont ultimement pas vérifiables. Autrement dit, l'Église en Nouvelle-France, puis jusqu'à très récemment au Québec, comme partout ailleurs, en Europe de l'Ouest, c'est là qu'on respire. Fait que, ouais, il te la faut, ton Église, parce que c'est là que
tout ce qui est important au-delà du monde strictement temporel se passe. Puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et pas du tout évident à comprendre pour l'esprit moderne. L'idée que le réel se situe pas dans la vie banale de tous les jours, dans la taxation, dans la récréation, dans la reproduction, dans la distraction, dans le podcast, dans le temps d'une bière. Le réel est dans le temps sacré. Voilà. D'où l'idée d'essayer d'aspirer à ça le plus souvent possible. Fait qu'il en faut une église, là, 3 pistoles. Définitivement. Définitivement. Alors, crois-le pas. Au 9e jour, le matin, avant même qu'il ait fini son café, le curé, ça cogne à la porte. Le curé Bessette, il se lève, va ouvrir. Monsieur le curé, venez voir, ça n'a pas de bon sens, c'est un miracle. Le curé, il embarque dans son wagon que le jeune vient d'y amener, s'en vont un petit peu plus loin et arrivent sur le plateau, en haut, et non pas en bas, au beau milieu d'un champ. Il y a un carré de neige, toi, chose. Mais un carré de neige, là, la grosseur d'une cathédrale. Et j'ai oublié de te dire, mais on est au mois d'août. Ah, OK, ouais. Donc maintenant, on sait que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'était vraiment la volonté divine. Arrêtez de vous ostiner, c'est là qu'elle va aller l'Église. Et ça arrivait que c'était au 9e jour de la neuvaine. Donc, il est décidé que l'Église sera là. Qui plus est, à l'époque, excuse-moi, mais tu as 8 points pour avoir dit qui plus est. Puis personne qui dit ça. Surtout pas dans un podcast au Québec. Je veux que tout le monde donne des points à Sylvain pour avoir dit qui plus est. Je peux te le replacer assez souvent si tu veux. Là, il va falloir que je fasse un peu de variété et de diversité. Okay, mais tu as 8 points. Merci. Continue, je te prie. Y a-tu pas une ministre en ce moment de la CAQ qui s'amuse à faire des qui plus est? Non, mais à trouver des mots compliqués en ce moment à insérer dans ses discours pour étirer le temps? Je sais pas, mais son défi à elle, c'est de faire quelque chose de plus sophistiqué que qui plus est, puis de m'envoyer un clip à moi pour me prouver qu'elle l'a fait. Comme ça, je peux décerner genre de la bière. Bon. Alors, voilà. On décide. On décide donc de mettre l'église à cet endroit-là où il y a le carré de neige. Ouais. Et c'était d'autant plus une intervention divine que ce que je vous ai pas dit encore, je gardais le punch, c'est que la ville, à ce moment, le village s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. Ah. Et c'était Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, de par la rivière, Trois-Pistoles, qui est là où le village a été bâti. Ouais. Donc, le village s'appelle Notre-Dame-des-Neiges et en plein beau mois d'août, il y a un carré de neige qui apparaît au milieu d'un champ. C'est là que la chicane arrête. Le curé dit, c'est là qu'on va bâtir. La neige a choisi, ou Dieu, dépendamment de ce que tu crois. C'est le bon Dieu, là. Il n'y a pas de choix. Non, il n'y a pas de choix. C'est une intervention divine. C'est ça. Alors, le curé avait décidé avec ses paroissiens de s'assurer que l'église qu'ils étaient pour construire était pour être de loin le plus belle église de toute la région. Rivière-du-Loup, oublie ça. Rimouski, de la petite boîte. Cette église serait pas pharaonesque, mais presque. C'est littéralement une cathédrale qu'on voulait ériger. Et c'est ça qu'on va décider d'ériger. Les plans sont faits. Vous pourrez aller voir sur Internet Église Notre-Dame-des-Neiges, parce que l'église s'appelle également Notre-Dame-des-Neiges, dans la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles. Vous allez voir, il y a des nefs, il y a des sections. L'église est hallucinante. Allez voir des photos. On le voit un peu sur l'image de la Trois-Pistoles de la bière. On voit 4 clochers. Au total, il y en a 5. C'est une beauté architecturale. Vous passez par Trois-Pistoles. Malheureusement, aujourd'hui, la 20 qui est là nous permet d'éviter le village. Mais rentrez dans le village, prenez la 132, allez voir cette église-là. Vous pouvez la visiter à l'intérieur, c'est de toute beauté. À l'intérieur, dans les faits, la construction de l'église a été entre 1882 et 1887. Ça a pris 5 années pour faire l'extérieur. Et plus tard, ils se sont attaqués à l'intérieur. Il y a 21 essences de bois différentes à l'intérieur de l'église. Tout ce qu'il y a de bois dans ce coin-là a été utilisé dans la fabrication de l'église. C'est de toute beauté. Alors, il est décidé que l'église sera une cathédrale. Le lieu est trouvé et on aura donc décidé de dédier, de la nommer Notre-Dame-des-Neiges et de dédier cette église à Marie. C'était souvent le cas. À qui? Si tu au Saint-Cœur, si tu au Bon Dieu, si tu à Bonne Sainte-Anne, qui est la mère de Marie. Non, l'Église sera dédiée à Marie, donc Notre-Dame, Notre-Dame étant Marie, des Neiges.
Et là, l'histoire dit que le curé dit « L'Église va être prête dans 3 ou 4 ans pour la fête de Marie. » La fête de Marie qui est le 8 septembre. Fait qu'il faut que l'Église soit finie avant un 8 septembre d'une année X. Oui. Donc, il se donne de 82 à 87. Il se donne 5 ans pour livrer l'Église. Un beau plan quinquennal. Quand est-ce que ça s'est mal passé, ça, dans l'histoire? Avec ou sans dépassement de coût? Oui, mais on est avant le secteur de la construction moderne. Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de pot de vin, il y a des barils de bière. Alors, c'est aussi... Ouais, mais on sait que c'est la même chose. Alors, le curé, quelque chose d'assez intriguant, le curé Bessette avait un petit côté un peu, pas autoritaire, mais il aimait contrôler la patente. Alors, il a décidé d'être le maître d'œuvre de la construction de sa future église. Il s'est dit, j'achève, c'est un vieux, on l'appelait le vieux curé Bessette, ce sera mon legs à ma communauté. Donc, il décide d'entreprendre, d'être le contracteur, finalement. Et bon, il y a déjà l'architecte, le designer. C'est lui qui va gérer le chantier. Et puis là, ça avance, mais pour des raisons X, on était déjà pas loin de l'époque moderne, il n'y arrivera pas à temps. Il va avoir... C'est comment tu as dit ça tantôt? Comme ça va... Il arrive pas à l'échéancier? Je sais pas ce que j'ai dit. Tu as parlé de l'échéancier. Il respecte pas la date limite. Il sera pas capable. La date butoir n'est pas respectée. Donc, on est un peu moins d'1 an et demi avant la fin de la construction. Ouais. Puis lui, il dit, c'est impossible. Fait qu'on est religieusement parlant dans la merde. Oui, mais tellement dans la merde, tu peux même pas t'imaginer. Lui, là, le curé Bessette, c'était pas de perdre la face devant ses paroissiens. C'est pas ça qui le rendait inquiet. C'était plutôt l'idée de perdre la face devant Monseigneur, qui était l'évêque du coin. Parce qu'il lui avait promis que cette église et son gigantisme, cette cathédrale, lui permettrait de rayonner et probablement même de se rendre à Rome. L'évêque, ça, c'est la haute gestion. Là. Là tu veux satisfaire la haute gestion. Après évêque, si t'es tellement réputé, tu deviens cardinal, puis après cardinal, t'es pape, toi, chose. Oui. Alors, quitte à perdre la face devant l'évêque, ce qu'il veut pas, il dit... Ça me prend de quoi? J'ai besoin d'une solution. J'aurais besoin de quelque chose de surréaliste, de surnaturel, de pas tout à fait normal. Attends, non, mais t'es tellement à bonne place. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il retourne à son presbytère et fouille-moi pourquoi, depuis des années, il y avait un petit Albert. Le petit Albert, c'est comme un... Comment t'appelles ça? Donc, tu sais, le livre de trucs magiques, d'incantations. C'est comme un grimoire. Ah! Le petit Albert... Moi, je pensais à une fromagerie. Là. À Saint-Albert. Ouais. D'ailleurs, une très bonne fromagerie, tout petit qui s'appelle la fromagerie au Basque. Mais là, on Basques. parle plus d'un grimoire, d'incantation. Qui appelait le petit Albert. Ah. Il ouvre le petit Albert et son idée, c'est pas une intervention divine, c'est une intervention diabolique. On s'en va recruter le diable. Ah oui, mais vraiment. Parce que le diable, ce qui est intéressant dans toutes les histoires, c'est que quelle que soit la tâche que tu vas accomplir, si tu n'y arrives pas, le diable peut t'aider. Fait que je me dis, c'est génial. Fait que devant l'obstacle insurmontable qui est de livrer l'Église à temps pour dans 1 an et demi, le 8 septembre, je ne suis pas capable d'y arriver, je vais demander au diable. Alors, fait ses abracadabra, tel qu'il les lit dans son petit Albert, et le diable apparaît. Dans sa petite fromagerie. Puis là, le diable apparaît en diable, puis là, le diable fait hey. Salut. Bonjour. Tu viens souvent par ici? Salut, mon petit curé Bessette. Fait qu'il dit bonjour. Il dit t'as besoin de mon aide? Oui, vraiment. Ça va me faire plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ta voix sonne vraiment infernale en ce moment. Mais je m'en retiens. Je le salue. Là. Ah ouais, tu pourrais faire pire? Ah non, mais je pourrais être encore plus caverneux. Ça y est, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Là, ça a l'air surfait. Je veux pas surjouer. Non. Alors, le diable dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, le curé dit, ben, regarde, moi, il faut que je finisse. Il dit, parfait, je peux t'aider, pas de problème. Ben, c'est encore un petit peu ta voix, juste pour le fun. Tu vas avoir l'église à temps. Tu vas pouvoir célébrer Marie. Frisson confirmé. Le 8 septembre. non, mais j'ai l'impression que tu t'apprêtes à dire, genre, pas dans une galaxie, dans un cinéma près de chez vous, là, genre, le 8 septembre, l'église, la cathédrale de 3 pistoles, achetez vos billets tout de suite. À l'époque, on disait au centre Paul Sauvé, m'a réglé ton cas. Mardi soir au centre de la Reine. Oui, bon, ça, c'est un autre. On fera un autre podcast sur la lutte au Québec. Une autre fois. Alors,
le diable s'engage à aider le curé à terminer l'église à temps. Puis il dit, tu sais, que il y a une condition. C'est le fun. J'ai attendu qu'il se prenne sa gorgée. T'as fait exprès. OK. Tu sais qu'il y a une condition, mon petit curé Bessette. Fait que le curé, il fait, ouais, je m'en doutais bien. Tu sais qu'un jour, je reviendrai. Tu ne sauras jamais quand. Et je viendrai prendre ton âme. Et tu descendras en enfer avec moi. Parce que c'est ça, le diable, il va t'aider à achever ton problème, mais en échange, un jour, il va veut ton âme. Il va venir chercher ton âme. Il va veut ton t'amener âme, où? le diable. Ben, en enfer. Eh bien, voilà. Alors, le curé, qui est à perdre la face devant le Monseigneur, préférait faire un deal avec le diable et aller en enfer. Alors, il dit, pas de problème, c'est beau, j'accepte. Un jour, j'irai en enfer. Il dit, il y a juste en enfer, par exemple? Il dit, demain, là, il dit, comment tu peux pas arriver en diable? Si tu arrives en diable, tout le monde va savoir que t'es le diable. Fait qu'il dit, ouais. Il dit, tu peux-tu arriver en joual? Un gros voile noir. Tu sais, arrive en cheval canadien, puis comme ça, personne ne va savoir que t'es le diable. Quand tu dis joual, tu veux dire cheval? Oui. Quand on parle en joual, on parle de langage de cheval? Un joual, c'est un cheval. Ah, ouais. Dis-le, cheval. Cheval. Non, cheval. Cheval. Dis-le un petit peu plus vite. Cheval. Alors, dis-le plus vite. Cheval. T'es rendu à joual. Un joual. Alors, un joual vert. C'est un cheval vert. Tu vois-tu comme c'est fucké? Quand t'es rendu à dire joual vert, là, c'est parce que ton cheval est vert, ça va pas bien partout. Ah, ouais, alors, un joual, c'est un cheval. OK. Et donc, le curé dit, demain, là, arrive en cheval, puis il dit, comme ça, personne ne va se rendre compte, puis c'est comme ça, avec ta force de cheval, que tu vas pouvoir nous aider le plus. Fait que le diable, il dit, pas de problème. Puis il dit, demain, je vais être habillé en cheval. Fait que le deal est fait. Le lendemain matin, le curé s'en va au chantier, mais avant d'aller au chantier, il s'en va dans son écurie. Et puis là, dans l'écurie, il va chercher une bride. La bride, c'est ce qu'on met alentour du cou du cheval puis qui rentre dans sa bouche. Dans le fait, c'est ce avec quoi tu contrôles un cheval. Il prend la bride, il retourne à l'intérieur de son presbytère, il sort un sio d'eau bénite et il plonge la bride dans l'eau bénite. Ça devient une bride sainte. Une Sainte Bride. Une Sainte Bride. Il y a Sainte Brigitte. Ça, c'est votre prochaine bière, d'ailleurs, à Unibroue, hein, la Sainte Bride. Ça pourrait être ça. Alors, le curé plonge la bride dans l'eau bénite. L'eau bénite devient donc sacrée. Et puis là, il part avec la bride, puis il s'en va voir le cheval. Dans le fait, il s'en va rencontrer le diable sur le site du chantier. Puis le diable est là, pas le diable, mais le cheval attaché à un poteau. Puis tout le monde avait vu cet animal incroyable, fort. Aucun cheval de qualité était disponible parce qu'à l'époque, ils sont d'un champ, les chevaux de qualité. Les gars les gardent pour le travaux de ferme. Alors, il arrive, puis là, il fait « Hey, monsieur le curé, hey, un cheval, oh mon Dieu, hey, ça tombe-tu bien? » Puis là, il dit « Regardez ce que j'ai dans ma carriole, j'ai une bride. » Fait qu'il sort la bride et il met la bride sainte alentour du cou du cheval. Ouais, mais là, ça marche pas. Là, je vois ta face, là. Que vient-il de se passer? Il vient de se passer que le diable s'est fait jouer un sapristi tour. Le diable devient tout d'un coup sous l'emprise d'une bride sainte. Donc, le curé prend contrôle du diable. Donc là, le diable qui, lui, manipule les humains se fait manipuler par Dieu à travers un humain. Yes. Ouais. Ce que tu m'as dit tantôt, c'est que dans les légendes au Québec, le curé est souvent là. Ce qui est sûr, c'est que dans la plupart des légendes au Québec, le diable intervient, parce que le diable, c'est la symbolisation du mal. Ouais. C'est le malin, c'est ce qui est interdit. Donc, la légende sans quelque chose d'interdit, c'est comme un C'est ce que film de gangsters sans l'Occident mauvais. met t'sais. dans la catégorie suprême du mal. Oui, bien, dans les faits, c'est ceux qui combattent les super-héros aujourd'hui. Ouais. Alors, dans toutes les légendes au Québec, le diable, il est là. Et ce qu'on sait, c'est que le diable gagne toujours. C'est pour ça qu'il fait des deals. Il perd jamais. Parce que le diable, c'est le malin. Malin veut dire quoi? Malin veut dire rusé. Alors, le diable est l'être le plus rusé au monde. Ultimement, il va réussir tout ce qu'il entreprend parce qu'il est toujours plus intelligent que toi. Sauf que si tu réussis à être plus malin que le malin, tu gagnes et tu n'auras pas de conséquences. Donc, si tu réussis à déjouer le diable, ben tu n'iras pas en enfer. Tu n'auras pas la conséquence qui est le prix à payer du pacte que tu as fait avec. Et le curé savait ça dès le départ. Viens donc, sous la forme d'un cheval, va te mettre une bride. Et là, il a mis une bride sainte et il venait de prendre le contrôle. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les histoires, ça n'arrive pas souvent, mais quand le diable perd, il est un très bon perdant.
Il part quasiment en riant. Et il ne demandera jamais son dû. Il a perdu. Ça y arrive jamais. Fait que quand il perd, il est bon perdant, il est bon joueur. Parce qu'il reviendra toujours après? Si jamais tu as encore besoin de lui, mais il ne refera pas de deal avec toi. Parce qu'il sait que toi, contrairement à tous les autres humains, peut-être tu vas être capable d'avoir le dessus sur lui. Alors, notre bon curé Bessette, toi chose, il met la bride alentour du cou. Le cheval, instantanément, fait comme « Joie le vert, je viens de me le faire jouer un tour. » Et donc là, commence le supplice du cheval. Les pierres pour l'érection de l'église viennent du bord de l'eau. Alors, le cheval était celui qu'on utilisait pour descendre au fleuve, qui remontait les carrioles, pas les carrioles, mais les wagons, bien pleines de grosses roches entières, les amenait à quelques centaines de mètres de l'église sur le plateau. Il y avait des tailleurs de pierre qui taillaient les pierres en briques. Ça, c'était le jour. Le soir, ils transportaient la brique du site de taille vers l'église pour que les maçons puissent monter les murs de pierre et de briques de cette église. Quand il n'y avait pas ça à faire, ils transportaient le bois de la forêt au moulin. Hey, ils te l'ont bardassé, mon gars. Ils t'ont bardassé. Ce cheval-là, il n'y avait pas de contrat de travail, il n'y avait pas de pause café ou de pause foin ou de pause genre épeautre. Non. Puis j'ai oublié de te dire, le curé a dit à tous ses paroissiens, ce cheval-là, il est indomptable. Je l'ai vu, c'est un tel à Québec qui l'avait, nanana. Sérieux, faut jamais y enlever la bride. Si vous y enlevez la bride, on perd le contrôle. Parce qu'il y en a pour plusieurs mois, là. Alors, tout le monde savait, c'était pas pour une raison diabolique, c'était pour une raison de, hey, on veut pas perdre cet animal qui est tellement vaillant et tellement mais il y avait l'intérêt économique, il fallait que ça produise. Tout le monde savait, faut pas enlever la bride du cheval. Alors, pendant 1 an et demi, soir et matin, nuit et jour, ils te l'ont bardassé. Puis le curé riait dans sa barbe en tabarouette. Puis là, l'Église avance. Et l'Église avance. Et oui, on va être prête à temps. On est tout près du mois de septembre. Dans les faits, l'érection de l'église est presque terminée et arrive sur le chantier un nouveau jeune apprenti maçon, un jeune garçon d'une 15aine d'années qui fait les petites tâches à gauche et à droite. Et en fin de journée, le cheval est retourné au pré dans son enclos et un des maçons demande au jeune garçon « T'irais-tu nourrir le cheval? Prends un seau, mets de l'eau fraîche, un peu de foin, va y donner. » Fait que le jeune part. Sauf qu'ils ont oublié de dire qu'il fallait pas enlever la bride du cheval. Puis lui, le jeune, il arrive sur le bord de l'enclos, il voit ce cheval-là, pas amaigri, mais il a travaillé fort, tout en sueur, un peu d'écume à la commensure de la gueule et des naseaux. Alors, il donne de l'eau fraîche, il donne du foin frais au cheval, ayant pitié de la pauvre bête, décide d'enlever la bride, instantanément. Le cheval fait un sacré ouélé, mon gars. 2 pattes en arrière, les 2 pattes d'en avant qui montent. Ouh, tu vois un peu le genre de Zorro sur son cheval là, qui est comme sur 2 pattes. Mais là, c'était le cheval lui-même qui fait un sacré... Avec des nuages rouges puis de l'éclair dans le background, comme s'il n'y a pas d'éclair. Non, mais... Y a-tu des nuages rouges? Check bien. Parce que moi, j'imagine quelque chose d'apocalyptique. Là, tu viens de libérer le diable. Ben, OK, mais je vois que mon évocation suscite en toi exactement où je m'en allais. Au moment où il fait son wheelie, il décolle, toi, chose. Il part par en haut. Il monte dans les airs, il monte. Et là, les ailes, ils sortent du corps. Fait floc, 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 floc. Puis là, le cheval, il monte. Il est à peu près à 350-400 pieds dans les airs. Imagine-toi une bête de 1,5 tonnes, toi, chose. Puis là, il vire de bord. Et là, les éclairs, là, tout ce que tu as dit apparaît. Le fond apocalyptique. Le ciel se couvre. Et puis là, le cheval, il vire de bord, rien que sur un bout, puis il repart par en bas, comme un aigle qui s'apprête à sauter sur sa proie au milieu du champ. Tu vois, du côté tragique. Je vais prendre une gorgée. Prendre une gorgée, ouais. Moi, je suis complètement accroché à tes lèvres, là. Ça, c'est le bruit du cheval qui est en train de descendre. Avec la puissance d'un missile contemporain. Écoute, là, il fait plus floc, les ailes rabattues sur le dessus du dos. Opération Desert Storm, mais version québécoise. Fait qu'avec moins de missiles, dans le fond. Je me peux plus. La queue entre les jambes, il descend. Quand il arrive à peu près à 100 pieds du sol, le sol s'en trouve. Les flammes de l'enfer qui sortent. La boucane, les flammes, le rouge, le cheval qui rentre à full pin, qui rentre dans le sol,
le sol se referme. Jamais plus on aura entendu parler du diable. Qui est disparu. Complètement disparu. Et comme le curé avait été plus rusé que le diable, il n'est jamais revenu demander son dû et le curé n'a jamais été en enfer. Le problème, c'est que l'Église n'était pas finie d'être construite. Et encore aujourd'hui, si tu vas à Trois-Pistoles et que tu te mets sur le flanc droit de l'Église, donc tu te mets devant l'Église, devant toi, tu auras 3 clochers, 3 portes, le perron. Décale un petit peu vers la droite. Tu t'en vas sur le côté droit de l'Église et tu vas regarder... Dans le parking. Dans le stationnement, directement. Au moment où je t'ai dit, tu peux y aller parce que tu peux faire la visite, il y a des tours guidés, mais avant, tu regarderas, toutes les briques de l'Église sont des briques taillées à la main. Lève tes yeux, côté droit, tu t'en vas la dernière rangée de briques, juste avant le soffit. Je ne sais pas comment on appelle ça sur une église, là, mais avant le fait du bout du toit, il manque une brique. On n'a jamais fini de construire l'église de Trois-Pistoles. On a symboliquement mis une brique flat, une brique de maçonnerie ordinaire, là, Ouais. brique grise, bien lisse, qui est là pour symboliser le fait que jamais l'église n'a été finie de construire parce que le diable a disparu et jamais le curé n'a été embêté. Et c'est vraiment l'histoire de la construction de l'église de Trois-Pistoles. C'est l'histoire de la force morale d'un petit peuple, si on veut, celui de Trois-Pistoles, qui s'est harnaché une puissance motrice quasiment infernale pour faire quelque chose de carrément colossal à une époque où est-ce que à peu près tout le monde est illettré et a une chance sur 2 de mourir de faim à tous les 3 ans. Et puis, ils font une citadelle religieuse dans le sens qu'ils construisent une des églises les plus réputées de toute la province de Québec. Et puis, idéalement, ou plutôt inévitablement, parce que c'est une grande église, parce que c'est une petite place, parce que c'est des gens de la place qui, évidemment, ont plein de défis, puisque l'église est menée à bien et est construite dans les temps ou presque, là, on se demande si le diable va participer. Ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est de voir à quel point il y a toujours un flirt avec la tentation, avec le diable, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose de monumental où des égos sont impliqués, surtout quand tu es en guerre pour la suprématie des clochers et que tu veux faire plaisir à ton évêque, à ton abbé et à tout le monde. Fait que le diable est toujours là. Le diable... Ne dit-on pas que le diable est dans les détails? Le diable est dans les détails, dans les contrats surtout. Parce que c'est ça qui est intéressant dans les légendes québécoises. Le diable, il arrive avec son contrat. Tu sais, dans le fameux Faust, là, la pièce de Wagner, je pense, dans laquelle il y a Méphistophélès, ou en tout cas, peu importe quel autre nom tu décides d'attribuer au diable à cette époque-là. Lui, il arrive avec un contrat. Il dit, cool, je vais te donner tout ce que tu veux, je vais te donner le savoir, tout ça, mais je vais prendre ton âme. C'est toi qui m'as appelé, by the way, hein? Ouais, c'est ça, c'est ton problème. Moi, je travaille pour toi. Le diable, il a toujours dit ça. Ouais. Puis ça, c'est un problème parce que moi, je dis à mes amis que je travaille pour eux. Mais je suis pas le diable. Mes amis, les gens qui sont les amis, les gens qui sont pas mes amis, c'est moins un problème, là, je suppose. Mais mes amis à moi, à qui j'ai dit que je travaille pour eux, je ne suis pas le diable. Je dis la même chose, mais je suis pas le diable. Maintenant, ça, c'est dit. Souvent, le diable, il arrive avec des solutions faciles. Ça, c'est le problème. Je pense que c'est ça une des grandes caractéristiques du diable dans l'Occident à partir de l'époque moderne, où est-ce que le diable, ontologiquement, est dans une catégorie différente parce qu'il ne représente plus la même chose. Ce que le diable représente, c'est plus un manquement à la valeur fondamentale, c'est plus la recherche de la facilité. Mais ce qui arrive, c'est justement que le diable t'offre un raccourci. Le diable t'offre la gratification instantanée. Le diable offre quelque chose qui est fondamentalement bon à extrêmement court terme, quitte à faire disjoncter tout ce que tu as construit jusque-là. Et c'est là que c'est insidieux. C'est là que le diable est dans les détails. C'est là que le diable s'en va littéralement te prendre ton âme. Le diable, c'est dans ce que tu es prêt à donner pour atteindre tes objectifs. Puis c'est intéressant parce qu'en tant que manifestation du mal, le diable te montre tout ce que tu pourrais mal faire.
OK. Quoi rajouter? Tu as tellement raison. Puis c'est pour ça, je pense qu'il est si important dans notre mythologie ou dans notre culture, le diable, c'est l'interdit. Puis on n'était pauvres, hein? On n'avait pas beaucoup de ressources. On n'avait pas beaucoup de façons de s'en sortir. Fait il nous permettait... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au Québec, notre diable, il est toujours moqueur. Oui. Il a toujours un petit sourire en coin. Pourquoi? C'est pas Satan. C'est le diable. Et la différence, c'est qu'il y en a un qui vit dans l'enfer, alors que nous, notre diable, il est entre les deux. Il n'est pas aux cieux et il n'est pas en enfer. C'est lui qui vient tenter l'homme, et si l'homme succombe, il va aller en enfer. Voilà. Et c'est ça. Il est la tentation de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressources, qui se fait réprimander surtout, puis que c'est donc tentant. Oui, je pense que c'est exactement ça. Puis dire que le diable n'est pas Satan, c'est dire à quel point il y a... En fait, c'est Satan, mais c'est pas Lucifer. C'est ce que je voulais dire, excuse-moi. Ben, tu sais, on s'imagine Lucifer, roi des enfers, habite en enfer. Ouais. Alors que Satan, il est entre les deux. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas. Satan, c'est celui qui apparaît à notre niveau sous la forme qui lui permettra d'être le plus ratoureux, enjôleur possible. Puis c'est là qui est le plus pertinent puis qui est le plus présent, c'est qu'il est à notre niveau. C'est que le diable est dans les détails, là, littéralement. Le diable est dans la vie courante. Le danger de la tentation, le danger des raccourcis, le danger de l'amertume. Le diable est omniprésent. Le diable en tant que symbole du mal, là, ce que je veux dire, c'est que tu es toujours à risque de faire quelque chose que tu vas immédiatement être content d'avoir fait, mais qui va avoir des conséquences extrêmement négatives à long terme. Fait que c'est la tentation. Tentation. Hey, écoute, refais ta voix un peu infernale depuis tantôt, parce que sérieusement, là, c'est bon. Là. Pierre. Oh mon Dieu. Je te suggère de prendre une gorgée. De 3 pistoles? De 3 pistoles. Puisque tu me parlais de l'amertume, et n'en si peu. Ça y est, je te rends mon âme, c'est fait. Et à l'instant, je lève mon verre à cette 3 pistoles. Est-ce que je viens de faire un contrat sans le vouloir comme ça avec le diable? Attention à ton âme. Santé à tout le monde, et c'était la vraie histoire de la construction de l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, la cathédrale de Trois-Pistoles. À la cathédrale de Trois-Pistoles. C'était tout le monde. Puis à Trois-Pistoles. Puis au gars qui a perdu 3 pistoles. Parce que clairement, ça a généré un podcast. Fait que, félicitations. Écoute, t'as peut-être perdu 3 pistoles, mais t'as créé un podcast. Fait que 3 pistoles, un podcast à retrouver. C'est pas ça qu'on dit? 300 ans plus tard, 3 pistoles, c'est peu payé. Il y a quelque chose qui... Ouais, c'est sûr qu'avec l'inflation, c'est plus dans le négatif que dans le positif. Mais en tout cas, ça va être bon pour les gens qui vont l'écouter.